Voilà, Monsieur le Président, chers collègues et amis d'Euroclassica, je voudrais d'abord dire que c'est un grand honneur et une grande émotion pour moi de pouvoir faire ma présentation en français au sujet du mythe d'Antigone dans cette université d'Athènes qui constitue un cadre véritablement impressionnant, d'autant plus que la performance de ce matin des extraits donc de la pièce d'Antigone le souligne. Un grand merci également aux organisateurs grecs pour ce 25e anniversaire. Donc, Antigone et Épigone, un mythe dans l'inconscient collectif, sujet ambitieux de réception que le mien, dont je ne pourrais ici éclairer que quelques aspects, puisque j'avais préparé beaucoup plus de points d'intervention que je vais m'employer à condenser. Voilà, à commencer donc par quelques remarques mythographiques donc sur le personnage tragique et son héritage mythique. Antigone symbolise des structures ontologiques fondamentales comme la résistance au pouvoir inique et la dénonciation des indignités faites à l'homme. La tragédie d'Antigone convoque toutes les facettes constitutives de l'homme et de son rapport au monde. Comme le souligne George Steiner dans Les Antigones, je cite « Je crois qu'il n'a été donné qu'à un seul texte littéraire d'exprimer la totalité des principales constantes des conflits inhérents à la condition humaine. Elles sont au nombre de 5. L'affrontement des hommes et des femmes, de la vieillesse et de la jeunesse, de la société et de l'individu, des vivants et des morts, des hommes et des dieux. » Ce qui nous montre le caractère extrêmement complexe, non seulement de la pièce originelle, mais également de ce qui constitue donc des éléments définitoires d'Antigone. Antigone également, ce qui la caractérise, c'est son nom et le poids de la filiation. Antigone a une étymologie, comme on le sait, controversée. Elle signifie celle, premièrement, qui se distingue par sa naissance, ou deuxièmement, celle qui s'oppose à sa famille, anti-gonais, donc signifiant contre à ce moment-là. Antigone, c'est également la sœur universelle, si je puis dire, en ce sens qu'elle est la sœur de tous les hommes, de tous les morts sans sépulture, comme c'est le cas de son frère, et au fond de tous ceux qui sont dans son cas. Oui, oui, je t'en prie. Voilà, merci. De par son ambivalence,
que certains ont également appelé sa ductibilité, c'est-à-dire sa propriété à pouvoir être étirée donc sans se rompre. C'est une propriété qu'on attribue donc au métal. L'on peut dire avec Jean Bollack dans La construction du sens dans l'Antigone de Sophocle qu'Antigone est une pièce à débat, approfondissant avant tout une aporie. Alors qu'est-ce qu'une aporie? On trouve une définition de ce terme dans le Cratyle de Platon qui nous dit, en traduction, signifie donc l'embarras, l'aporia, la difficulté d'avancer est un mal et tout ce qui, semble-t-il, est une entrave à notre marche et à notre avance. Dans la perspective platonicienne de ce terme, cette difficulté exige un changement de registre dans la recherche, ce qui constitue au fond une source d'inspiration intarissable, une possibilité d'infinie variation, un foisonnement des interprétations du mythe. Antigone est également une figure en débat. Chez Sophocle, donc, se dessinent un grand nombre des traits que l'on trouve chez Anouilh. Ces héros, dans la plupart des pièces conservées, se définissent par leur étrangeté à la norme commune. Personnalités exceptionnelles par leur volonté, ils manifestent le désir constant d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au terme de ce qu'ils s'imposent. Antigone ne se laisse arrêter par rien et se veut implacable dans la réalisation de son dessein. Elle est celle qui dit oui, oui à la mort avec enthousiasme. Anouilh reprend ces éléments avec force pour définir son héroïne, à ceci près que le « oui » de Sophocle se transforme en un « non », non à la compromission et aux transactions. La pièce d'Anouilh, pour ainsi dire, est une tragédie de l'absurde, qui remet en question les valeurs de l'idéal et de l'héroïsme sous-tendant la tragédie grecque. Qu'en est-il à présent du débat politique ? Après Cocteau et Anouilh, Bertolt Brecht décide en 1948 de réécrire la tragédie de Sophocle en s'appuyant pour l'essentiel sur la traduction-adaptation de Hölderlin. Sa visée n'est pas de restituer l'universalisme du mythe grec, mais de le mettre au service d'un propos politique fortement inscrit dans son époque. Brecht cherche en effet à analyser à travers les personnages de Sophocle l'attitude des Allemands sous le Troisième Reich. Il ne cherche pas pour autant à appuyer cette proximité par une esthétique psychologisante. Son Antigone, comme la plupart de ses pièces, relève d'un théâtre épique, où le geste de présentation au spectateur est explicite et où les comédiens abordent leur rôle comme à la troisième personne. Qu'en est-il maintenant du débat social et générique auquel a donné lieu Antigone ? Une autre dimension très porteuse du mythe d'Antigone concerne le débat social et générique et relatif qu'illustre notamment Henri Boschot et la place de la femme dans la société telle qu'il l'envisage dans des œuvres comme son roman Antigone, paru en 1997, François Host avec son Antigone voilée, paru en 2004, ou Janusz Głowacki, si je prononce bien son nom, et son Antigone à New York, dans la traduction française, parue en 2005. Ces trois auteurs revisitent le mythe, redéfinissent les contours sociaux et génériques d'Antigone, à commencer, comme dit, par le roman d'Henri Boschot, qui innove lorsqu'il publie, donc en 1997, une version romanesque. Il place, dirait-on, son Antigone dans les silences de Sophocle, dans l'à côté du mythe, dans les latences du dire de ses prédécesseurs. De plus, le juriste et philosophe belge François Host a décidé de réactualiser Antigone à sa manière, en lui donnant le prénom d'Aïcha et en lui faisant porter le voile. Le voile de cette Antigone est criant d'actualité et le texte propose d'intéressantes pistes de réflexion sur le mariage politique-religion et sur la liberté. L'Antigone de François Host est plongée dans notre temps, inscrite dans l'Occident post-11 septembre, celle qui tremble devant le terrorisme. L'écrivain polonais Janusz Głowacki, quant à lui, à travers une pièce tragicomique, Antigone à New York, redéploie le mythe antique en traçant le portrait poignant de l'extrême misère sociale.
Cette pièce, élue en 1993 par le Time Magazine comme l'une des 10 meilleures pièces de l'année, revisite ce mythe avec pour décor l'une des villes les plus riches de la planète, New York, et pour protagonistes 3 SDF, 3 sans domicile fixe, Anita, une portoricaine, Sacha, un russe, et Fléa, un polonais. Polly, le seul SDF vraiment américain, est mort de froid pendant la nuit. Et il s'agira de lui donner une sépulture, comme cela a été le cas dans la pièce de Sophocle. Concernant le débat philosophique, je commencerai par une remarque sur Cocteau et son Antigone, qui est une contraction de la tragédie de Sophocle. Par ce procédé, Cocteau tente de redonner vie à un mythe de façon innovante. En contractant la tragédie de Sophocle, il a su garder le sens tragique du personnage d'Antigone, qui préfère plaire aux morts plutôt que de plaire aux vivants, et qui veut être à la hauteur de ses exigences éthiques, en restant digne des siens, même s'ils sont dorénavant des fantômes. Un autre aspect qui semble dominer le débat philosophique actuel relatif à Antigone est celui du problème de l'obéissance à la loi inique, c'est-à-dire injuste, comme en témoigne l'essai de Thierry de Vin à Naples, Socrate contre Antigone, le problème de l'obéissance à la loi inique en philosophie morale. L'opposition entre l'attitude d'Antigone et celle de Socrate, suggérée dans le titre, n'est en réalité qu'un prétexte ou un point de départ pour se demander ce qu'est une loi et dans quelle mesure son usage injuste peut conduire à des risques de tyrannie. J'avais également préparé quelques éléments sur la littérature de jeunesse que, peut-être pour des raisons de temps, je vais laisser pour aujourd'hui de côté et en arriver, alors non pas une conclusion, puisque au fond le sujet d'Antigone est sans conclusion, mais à quelques bilans et perspectives. Donc Antigone entre réécriture et acculturation, et le pluriel me semble ici important. À travers toutes les actualisations du mythe d'Antigone, dont j'ai présenté vraiment certains aspects, celles, comme disent ceux qui m'ont le plus marqué, dont certains diront qu'elle le dynamise, d'autres qu'elle le dynamite. Nous avons pu faire l'inventaire en rien exhaustif, comme dit. Nous avons pu constater l'extraordinaire ductibilité, je reprends à nouveau ce terme, du personnage d'Antigone devenu mythe, qui, depuis les tragédies sophocléennes, ne cesse d'être réécrit selon les périodes et selon les contextes. Traversant les siècles avec aisance, les visions d'Antigone ont été aussi multiples que les personnalités des auteurs qui ont revisité la pièce, et aussi diverses que leurs chronotopes respectifs. Le XXe siècle notamment, traversé par de grands cataclysmes, a participé magistralement à l'édification d'une constellation de portraits d'Antigone issus de la transposition du mythe. Leurs auteurs puisent dans la tragédie de cette jeune fille thébaine le matériau propice à l'expression, à l'interrogation, voire à la théorisation des tensions de leurs époques, et ce par le truchement de la distance mythique. S'instaure ainsi un dialogue d'œuvre en œuvre, fondé sur une dynamique de la transformation, d'écho à distance, de suppression de tels motifs ou d'enrichissement de tel autre invariant du mythe, qui trouve des ramifications non seulement dans le champ de la littérature, mais encore dans celui de la philosophie, sachant que ces deux espaces d'écriture et de réflexion s'appellent et se complètent. À l'origine, pour le spectateur athénien, Thèbes joue le rôle du contre-modèle censé suggérer ce qu'exige le bon exercice du pouvoir dans une cité démocratique. La tragédie et la démocratie grecque vont de pair, notamment à la charnière des 6e et 5e siècles avant Jésus-Christ, où les personnages du théâtre attique s'emploient à représenter quelque chose qui doit soigner la communauté. Les concitoyens de Sophocle comprennent que l'autonomia transgressive, choisie et assumée jusqu'au bout par Antigone, cette démesure, hubris, dont l'accuse Créon, peut entraîner un destin néfaste quand elle se transforme en isolement absolu, qu'il s'agisse d'un individu ou de tout un peuple. Tous ces éléments fondateurs conduiront au fait qu'Antigone, de nos jours en tout cas, est considérée comme le symbole de la résistance individuelle à l'arbitraire d'État au nom d'un devoir supérieur. Elle est celle qui dit non, sans négociation possible, et ce non
architecture toutes les Antigones contemporaines qui le déclinent sous différentes formes: résistance à l'oppression, refus de l'injustice, objection de conscience, désobéissance civile, rébellion, dissidence, etc. Qu'il s'agisse de la question du voile islamique ou de l'extrême misère sociale, Antigone, la ductile, si l'on devait lui attribuer une épithète homérique, a tous les visages d'une figure mythique cristallisant les préoccupations contemporaines tout en affichant son universalité. C'est cette double articulation qui fait d'Antigone une figure millénaire en perpétuel remodelage. Cette innocente au courage exemplaire que domine la révolte tragique se dresse au croisement de deux cheminements qui se mettent à l'épreuve mutuellement, le singulier et le collectif. Les valeurs qu'elle défend font d'elle une rebelle qui soutient tous ceux qui aspirent à une plus grande liberté individuelle et collective, qui s'insurge en faux contre tout ce qui rend un être humain moins humain. C'est en ce sens qu'Antigone est éternelle. Je vous remercie de votre attention.